Bon, alors, soyez pas surpris, j'ai une nouvelle caméra. Elle semble être plutôt pas mal par rapport au prix que je l'ai payé. Bon, par contre, ses contrastes sont assez prononcés, quoi. Ça donne un timbre sombre, tout ce que je porte. Mais bon, heureusement, je porte beaucoup des couleurs vives. Du coup, ça se remarque pas trop, quoi. Voilà. Enfin bon, normalement, je devrais faire une vidéo sur, la théorie numéro 2, la destruction de la théorie numéro 2 et le play design, qui sont des vidéos ultra importantes pour moi. Mais ça, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, on va parler de tactique. La tactique du gendarme, c'est de bien. Alors comme d'habitude, hein, il s'agit de base. Je vais rien révolutionner, je vais juste, parler un peu de la base de qu'est-ce qu'est, la tactique dans les jeux de rôle. Alors, la tactique, c'est quoi? La tactique, c'est la stratégie. Voilà, merci. Bah, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, dans 2 mois. Ouais, bon, je vous semble pas convaincu. Bon, du coup, en fait, c'est quoi la stratégie? Oui, alors merci. En fait, la stratégie, c'est le fait de réfléchir à un chemin permettant de réussir un ou plusieurs objectifs. On peut les pondérer, quoi, et en prenant en compte l'efficacité de la chose. Voilà. Avec ce genre de définition un peu difficile, vaut mieux donner un exemple que deux tu verras. Exemple très simple, vous avez un jeu d'échecs, vous avez plusieurs possibilités de bouger des pièces. Votre objectif, c'est de faire tomber le roi adverse sans pour autant faire tomber votre roi ou que l'adversaire fasse tomber votre roi. Voilà. Autre exemple, résoudre une enquête, c'est tactique. Vous essayez de trouver le coupable, c'est votre objectif. Pour le résoudre, vous avez plusieurs possibilités parmi les suspects. Et pour vous y aider, vous avez des indices qui sont des éléments tactiques, on va dire, qui aiguilleront votre choix. Vous réfléchissez donc de manière à guider la réponse qui vous semble la plus solide. Il y a plusieurs formes de tactique, mais cette vidéo va s'arrêter sur l'une des formes les plus mécaniques et présentes dans le jeu de rôle. Donc c'est les systèmes de résolution de conflits. Voilà. Alors, les systèmes de résolution de conflits dans une grosse partie des jeux de rôle, c'est-à-dire le combat. Voilà. Pour ceux qui. Voilà. Alors pourquoi ce choix? Car le conflit est l'un des plus récurrents dans les jeux de rôle. Parce qu'il est mécanisé, du coup, on peut vraiment parler physiquement de mécanique et parce que c'est celui que je maîtrise le mieux pour l'instant. Heu, Peut-être qu'un jour je parlerai de l'enquête, de la séduction ou que sais-je, en termes de tactique dans le jeu de rôle, mais là actuellement, bah, voilà, je parle du conflit. Alors dans cette vidéo, on va traiter ces sujets-là. Déjà, on va essayer de faire la différence à savoir qu'est-ce qui est tactique ou pas. Voilà, pour bien cadrer le sujet. On fera un point vocabulaire pour appuyer dessus. On verra les différents types de tactiques qu'on peut utiliser, mettre en branle. On va parler de l'équilibrage, on va parler de Bible et on va aussi parler de l'échec de la tactique dans le jeu de rôle. Ouais, je vais pas me faire des potes encore une fois sur mes vidéos, moi. Bon, en tout cas, voilà, on y va. Tout d'abord, on va revenir sur la définition et notamment sur la différence entre le tactique et les autres atomes. Oui, l'atomistique, encore une fois, c'est pas si simple. Alors, comme je l'ai dit, la tactique n'existe à partir du moment où les joueurs ou joueuses ont des choix à faire. C'est pas forcément dénombrable d'ailleurs. Ainsi, s'il y a des choix qui ne sont pas des choix, ce n'est pas de la tactique. Les solutions évidentes, c'est pas vraiment de la tactique. Si je vous demande: «Veux-tu gagner ce combat? Oui, non», c'est pas tellement de la tactique, comme ça pêle-mêle. Ça pourrait être un choix tactique, quand tu dis, «Tu gagnes le combat, mais tu perds tout ton équipement» ou «Tu perds le combat, tu as encore en vie, hein, mais tu perds un niveau». Ça, par exemple, c'est un choix tactique parce que là, il va falloir comparer, 2 choix. Et du coup, on peut tomber dans une sorte de dilemme moral. Tu gagnes le combat, mais tu perds un être cher, ou tu perds le combat et tu perds la vie. Et là, on va se poser la question de qu'est-ce qui est le préférable?
Sauf que ce n'est pas de la tactique à partir du moment où, il n'y a pas une question d'optimisation, de calcul pur. Là, c'est une question, émotionnelle et on n'est pas dans, on s'éloigne de la tactique pour aller vers l'atome, moral, en fait. Parce que là, la réponse est propre à chacun et c'est pas mesurable pareil, on va dire. Donc la réflexion ne suffit pas à faire de la tactique, dans les jeux ou dans la vraie vie. Et donc, dans les jeux comme dans la vraie vie, vous pouvez faire des choix sous-optimaux, pour des questions morales, des questions esthétiques, des questions sociales. Voilà, donc il y a, plein de raisons de ne pas faire, de la tactique pure ou, qu'un choix ne soit pas un choix tactique. Il y a une question de prioriser les objectifs, hein. S'ils ne sont pas pondérés par le jeu, par exemple, genre, gagner la guerre, ça donne 3 points de victoire, passer le balai, ça donne 2 points de victoire, renommer le chien, 1 point de victoire. Voilà, il y a plein de pondérations possibles. On pourra alors parler de, compétition, liée, à ce calcul, quoi. Et bah, la question, c'est est-ce que la compétition est intrinsèque à la tactique? Honnêtement, c'est pas sûr, mais il y a quand même un côté de comparaison, quoi, de chiffrer le truc. Et du coup, vous l'avez bien vu, hein, comme d'hab, il y a plein de zones grises. Tu perds ton mari, mais tu gagnes plus 2 en dégâts. Tu le fais ou pas? Voilà. Donc, car dans la tactique, il faut évaluer les résultats. Si tu fais un choix qui n'a pas de conséquences, ce n'est pas vraiment de la tactique. On y reviendra un peu plus tard. On vient de faire la différence entre la tactique et la morale. On va revenir un peu sur la différence entre la tactique et la mécanique. Du coup, je me permets d'insister, la tactique, c'est vraiment des choix. Si vous n'avez pas le choix, c'est pas de la tactique. Et donc, si vous avez des directives à respecter, qui sont des directives mécaniques, ça n'engendre pas de tactique supplémentaire. C'est au pire une variable d'ajustement tactique, mais ce n'est pas de la tactique. Dire lancer 10 des 10 et de compter les succès, c'est plus tactique que lancer 1 des 100, c'est totalement faux. C'est juste une question de répartition statistique, mais ça n'engendre aucun choix particulier. Par contre, si à partir de cette mécanique, vous faites des choix, là oui, ce sera tactique. Mais la mécanique pure, qui est juste une répartition statistique, n'est pas de la tactique, vu qu'il n'y a pas de choix. Ok? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me dire que c'est plus tactique de lancer un dé 100 que de lancer 2 dés 20. Voilà. C'est limite gênant au bout d'un moment, honnêtement. Alors évidemment, là, on parle de mécanique visible, on pourrait parler de mécanique invisible, qui est les structures de discussion entre personnes. Bon, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Là, on va quand même s'attaquer à un truc plutôt simple, la base, quoi. Et donc, pour revenir à cette question de choix, on va utiliser un peu de vocabulaire qui va nous permettre de distinguer les différents types de choix que l'on peut faire en tactique. Pour parler, il faut utiliser des mots. Alors pour l'instant, je perds personne. Et on va créer des mots pour définir les différents types de mécaniques pour faire des choix. Alors tout d'abord, on va parler d'actionnable. Un actionnable, c'est un élément mouvant ou utilisable distinct des autres éléments. C'est une mécanique. Par exemple, les points de vie, le score d'attaque, le score de défense, les sorts, tout ça, en fait, c'est des chiffres, mais ça peut être aussi des phrases, ça peut être des traits, ça peut être des relations, des indices sur une enquête. Tout ça, c'est des actionnables parce que vous pouvez les utiliser. Et donc, plus vous avez d'actionnables, plus vous pouvez faire de combinaisons et donc avoir des choix. Alors, juste pour compléter sur le sujet des actionnables, on va parler de budget complexité. En fait, votre budget complexité, c'est à quel point votre jeu est complexe en général. Par exemple, si vous voulez qu'un jeu soit plutôt simple, et vous pouvez peut-être vous permettre qu'à un endroit, c'est un peu plus compliqué que le reste, mais alors il faut que le reste, ça soit simple. Parce que si ça c'est compliqué, et ça c'est compliqué, et ça c'est compliqué, ça vous fait un ensemble très compliqué, quoi. C'est surchargé de complexité. Donc vous avez le droit de mettre beaucoup d'actionnables, parce qu'en général, la complexité, c'est plutôt lié aux actionnables. Si vous avez beaucoup d'actionnables sur un sujet précis dans votre jeu, alors n'en mettez pas trop sur le reste.
parce que sinon ça va être lourd. Donc il faut que vous décidiez sur quoi vous allez mettre de la complexité et sur quoi ça va être un peu plus léger, quoi. Et le terme budget de complexité, je le tiens de Brand. Brand Jérôme Larrey, le gars derrière Lapin Marteau, avec Coralie David évidemment. Mais après, peut-être que lui, il l'a pris de quelque part d'autre, je ne sais pas. Et un actionnable, ça peut vous donner du game feel. Alors, c'est quoi le game feel? Le game feel, c'est le fait de ressentir quelque chose grâce à de la mécanique. Cela peut être un flow comme une immersion tactique, comme une immersion mécanique, esthétique ou tout un tas de choses. Par exemple, le fait de jeter les dés donne un game feel d'action. C'est que vous avez l'impression de contribuer à l'action du personnage parce que vous aussi, vous faites une action en jetant les dés. Vous avez peut-être rencontré des joueurs qui disaient qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de plaider pour leur personnage car ils n'ont pas eu le droit de faire un jet. En soi, c'est un peu bête parce que qu'ils fassent un jet ou pas, c'est juste une question d'aléatoire. Ils vont pas par un pouvoir secret, influencer le hasard. Mais voilà, ils ont l'impression d'interagir, ils ont l'impression d'avoir un pouvoir décisionnel à partir du moment où ils jettent les dés. Pourtant, c'est pas le cas. Parce que je me répète, hein, que tu jettes les dés ou que tu appelles un numéro de voyance au pif au téléphone, finalement, ça va revenir au même, hein, c'est juste un chiffre aléatoire. Voilà. Autre exemple que j'ai parlé sur un Discord, c'est le fait de ressentir l'armure portée par un personnage mécaniquement. J'ai posé cette question à plusieurs Discords. Est-ce que vous préférez, pour ressentir l'armure, soit d'avoir une difficulté pour les adversaires de vous toucher, soit diminuer le nombre de dégâts que vous prenez lors d'une attaque? C'est une question purement mécanique, dans un premier temps, car en fait, on peut équilibrer le jeu pour que statistiquement, ça revienne au même. Là, je balance des chiffres au pif, mais par exemple, une armure de protection de dégâts, ça équivaut à un bonus de plus 2 sur la défense. Voilà, donc c'est pas tellement compliqué à équilibrer ça, pour dire. Donc c'est vraiment juste une question de plaisir mécanique. Et c'est pas une question esthétique. Sous-entendu, c'est pas une question de réalisme. Parce que vous savez quoi? Une armure, c'est plutôt bien fait et en général, ça protège bien des coups. Et du coup, en fait, ce qui a ressorti des réponses, c'était que les gens préféraient une diminution des dégâts à une augmentation du score de défense. Parce que ça représente mieux, selon eux, l'idée de protection que doit leur apporter une armure. C'est en tout cas ce que la majorité des gens m'ont répondu. Et donc, à partir des actionnables et du game feel que vous voulez engendrer, vous pouvez vous faire une boucle de gameplay. Alors, une boucle de gameplay, c'est quoi? C'est un circuit d'action à mettre en place, un circuit de règles qui a une entrée, une péripétie et une résolution. Un truc très très bête, c'est je veux attaquer un ennemi, je lance mon jet d'attaque, je réussis à le toucher, je réussis pas à le toucher. Si je réussis à le toucher, bah, je suis content parce que ça a avancé dans mon objectif. Voilà, ça c'est une boucle de gameplay. Peut y avoir d'autres boucles de gameplay. Par exemple, je veux sauter au-dessus d'un mur, j'appuie sur le bouton A, mon personnage saute, j'ai réussi à sauter au-dessus d'un mur, je suis content. Voilà, donc ça, c'est des toutes petites boucles de gameplay. Et ben, en les additionnant, vous pouvez faire tout un réseau de boucles pour faire une grosse boucle. Voilà, donc les gens distinguent les petites, des moyennes, des grosses boucles. Et par exemple, en additionnant des petites boucles sur bah, je peux sauter de mur en mur, quand je tombe, je meurs, ce genre de choses, bah, vous pouvez faire un jeu platformer, en jeu vidéo par exemple. Et donc là, je vais vous donner un exemple qui est plus lié au jeu de rôle. Imaginez, on a deux actionnables. On a les PV et le score de défense pour des créatures. Bah, on va avoir des créatures avec beaucoup de PV et peu de défense. Ça veut dire qu'il va falloir privilégier les attaques qui font beaucoup de PV.
parce que la créature est plus tenace et on va pouvoir créer des monstres, des créatures avec plus de défense que de PV. Du coup, là, il va falloir augmenter son score d'attaque et ça donnera peut-être une créature qui est plus mobile, qui est plus défensive, mais peut-être un peu plus frêle en termes de PV. Ces deux propositions, en fait, ça peut entraîner un game feel différent. Et en fait, de cette idée-là, vous avez une boucle de gameplay. C'est le fait que le joueur soit récompensé du fait qu'il ait compris le système et qu'il va faire le choix soit d'augmenter ses dégâts, soit d'augmenter son attaque. Et donc, voilà, c'est une boucle générale qui est très simple et qu'on voit dans beaucoup de jeux de rôle, par exemple. Donc là, remarquez que dans cet exemple-là, c'est cohérent avec la fiction. Ça veut dire que si on a une grosse créature avec beaucoup de PV, mais qui est facilement touchable, genre un gros mob de style dragon, on peut le différencier du maître épéiste, qui lui sait très bien parer les coups. Par contre, quand il s'en prend un, ça lui fait vraiment mal. Il existe des cas où la technique n'est pas très bien reliée avec la fiction, et du coup on appelle ça une dissonance ludonarrative. Ça veut dire que vous ne comprenez pas quel est le rapport entre la mécanique que vous utilisez et la fiction. Par exemple, vous devez tuer un dragon, ok, donc récitez-moi l'alphabet. Voilà, c'est chelou quoi. Alors maintenant que j'ai pris l'exemple de la différence entre la défense et les PV, je vais parler d'un truc qui va pas faire plaisir à beaucoup de gens. Euh, Mesdames, messieurs, si vous avez des choix que vous ne pouvez pas utiliser, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que si vous prétendez qu'il y a plusieurs voies possibles, mais qu'en réalité, les joueurs ne peuvent réellement n'en utiliser qu'une, c'est pas de la tactique. Je vais vous donner un exemple qui existe dans pas mal de jeux de rôle, c'est les systèmes de résistance. En fait, si vous avez 10 résistances dans vos jeux et que chaque personne est définie sur ces 10 résistances, mais que les joueurs, en termes d'attaque, n'ont que un ou deux styles, les choix sont très réduits. Du coup, là, c'est de la mécanique, mais c'est pas de la tactique parce qu'ils vont pas pouvoir s'adapter, ils vont pas pouvoir faire un choix parce qu'ils vont devoir faire avec ce qu'ils ont de base. Et du coup, c'est pour ça que je gueule souvent sur les gens qui veulent mettre beaucoup de résistance. Voilà, parce que autant un pierre, papier, ciseaux, tu vois, c'est assez facile à équilibrer et comme choix tactique. Par contre, si vous avez 10 symboles différents à faire pierre, papier, ciseaux, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire, quoi. Bon, maintenant qu'on différencie un peu qu'est-ce qu'est la tactique et qu'est-ce que n'est pas de la tactique, on va parler des différentes formes. Bon, déjà, on va parler de la tactique par choix visible. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans la plupart des jeux de société. Beaucoup de choix expliqués par le jeu. Dans ce cadre-là, en fait, c'est le jeu qui vous propose des choix visibles et c'est pas à vous de les fabriquer. C'est à vous de réagir aux choix proposés par le jeu. Et donc là, on peut calculer, on peut tracer nos chemins plus ou moins optimaux de stratégie. Euh, il y a peu de choix qu'on découvre par soi-même. C'est vraiment des jeux à liste. C'est très très mécanique et du coup ça demande beaucoup d'actionnables. Ça peut être lourd et calculatoire, mais certains adorent ça. Et du coup, maintenant qu'on a vu les jeux par choix visible, eh ben, on va parler des jeux par choix invisible. Donc on va appeler ça de la stratégie émergente. Il y a peu de règles, il y a peu d'actionnables, mais il y a beaucoup de propositions de votre part à faire. Moi, je pense par exemple aux échecs. Le jeu d'échecs, ça peut vous prendre peut-être 1 heure pour tout connaître en termes de mécanique. C'est-à-dire faire de bouger le tel cheval. Enfin, un cheval, ça se déplace comment? Un fou, ça se déplace en diagonale, ce genre de choses. Par contre, pour comprendre vraiment toutes les stratégies qu'on peut faire, ça va vous demander des années, voire des dizaines d'années, quoi. Donc c'est un jeu où la stratégie émerge énormément. C'est également la stratégie des bacs à sable, où les joueurs et joueuses doivent savoir où ils et où elles doivent aller.
Et précision, donc pour faire un point négatif, même si j'aime bien ce style de jeu, s'il y a pas trop d'actionnables, bah, des fois, il y a des gens qui peuvent se retrouver paumés à ne pas savoir quoi faire. Voilà, ne pas comprendre, quel type de stratégie adapter, quoi. Et du coup, là, on va parler de stratégie, de construction, ce qui est très, très présent dans le jeu de rôle. En fait, c'est le fait de construire quelque chose, qui peut potentiellement être complexe, par exemple un personnage avec beaucoup d'actionnables à l'intérieur et on le regarde combattre. C'est par exemple Donjons& et Dragons, 3.5, il y a beaucoup de façons de build son personnage. En combat, les choix tactiques sont assez réduits. En fait, on va jouer le personnage, on va jouer le build. Et du coup, c'est plus le plaisir, il vient de la satisfaction de son build, quoi. Donc c'est de la tactique à un instant T, et après c'est la satisfaction mécanique de voir la tactique s'appliquer, quoi. Un exemple en jeu vidéo, c'est Hearthstone Battleground, là où vous faites votre champ de bataille, et en fait l'action du jeu, c'est un combat aléatoire, là où vous regardez votre board combattre le board adverse. Bon, là, je vais toucher deux mots à la tactique d'action et réaction. En fait, vous pouvez faire une tactique là où c'est les joueurs et joueuses qui vont faire le premier pas, qui vont mener la cadence par rapport au jeu. Typiquement, bah, des jeux de combat, là où tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire, quoi, pour attaquer l'ennemi, on va dire. Et il y a des jeux de réaction, un peu peut-être tower defense, où en fait, il y a quelque chose qui vous vient dessus et vous devez réagir. Voilà. Bon, évidemment, c'est un spectre, vous pouvez être un peu plus de l'un, plus de l'autre, quoi. Et là, maintenant, je vais vous parler de stratégie plate. C'est là où, pour moi, c'est pas vraiment de la tactique. C'est là où il y a des actionnables sans avoir de choix ou des choix évidents. Par exemple, il pleut, du coup, tout le monde a -2. Cela ne change pas la stratégie. Parce que soit vous devez combattre, soit vous pouvez fuir, mais comme tout le monde a -2, bah, ça s'équilibre plus ou moins, quoi. Et du coup, conseil, ne vous noyez pas dans les mécaniques, dans les actionnables, et si possible, si vous voulez vraiment faire quelque chose de tactique, bah, enlevez les actionnables qui a une stratégie uniquement plate. Ça n'a pas d'intérêt tactique, quoi. Maintenant que je vous ai expliqué comment construire des boucles de gameplay, les différents types de tactiques que moi j'ai repérées, et ben, on va parler de Bible. Alors, je vous vois faire des blagues avec les chrétiens, laissez-les tranquilles. Ici, c'est un document de travail. En général, une Bible, on parle de Bible pour les scénaristes, là où ils notent en gros des idées sur leur univers, sur leur façon d'écrire ou ce genre de choses. Bah là, c'est pareil, on va faire une Bible, un document, un document généraliste, un document un référent sur les choix tactiques possibles dans le jeu. Vous pouvez donc conceptualiser le type de tactique que vous voulez, le type d'actionnable à mettre en place pour faire des boucles de gameplay qui vous intéressent. Notez quelques game feels que vous voulez que les joueurs et joueuses ressentent et tracer des chemins possibles, des combos à trouver, des idées à avoir pour pouvoir que les personnes qui jouent à votre jeu s'y retrouvent. Alors évidemment, il y a une part d'émergence, mais vous pouvez pas miser uniquement sur l'émergence. Vous pouvez pas miser l'intérêt de votre jeu sur un coup de bol. Voilà. Enfin, si vous pouvez. Après, est-ce que c'est malin de le faire? Et donc, pour vous faire un exemple, ça peut ressembler à au sein d'un tour, un joueur-joueuse peut liste d'actionnables. La stratégie repose sur, exemple, le fait de trouver un point faible de l'ennemi, le gameplay par construction qui s'applique. Par exemple, si vous êtes plutôt healer, si vous êtes plutôt DPS, tank ou buffer. Voilà, donc c'est des termes de jeux vidéo, je vous mets ça ici, là, comme ça. Voilà, donc ça peut changer les choix tactiques en fait. Là, c'est en réaction à ça qu'on va devoir faire nos choix. Donc les gameplays que ça engendre, et donc les gameplays par choix, et les gameplays par émergence qu'on peut avoir. Vu qu'on parle de la Bible,
Une grosse question, c'est l'équilibrage, parce que dans la tactique, il y a souvent cette part qui revient. Faut-il tout équilibrer? Alors, je suis vraiment désolé, je vais vous mettre une vidéo en lien, mais quand vous avez un système complexe, c'est-à-dire que plein d'éléments interagissent ensemble, c'est très difficilement équilibrable, et un système suffisamment complexe ne peut pas être équilibré. Voilà. Un philosophe a dit du coup que on vit dans le meilleur des mondes possibles, parce que notre système est complexe et on ne peut pas l'optimiser à mort. Voilà, bon, enfin bref, c'est compliqué. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Et donc, il y aura forcément un chemin critique, il y aura forcément des chemins plus intéressants que d'autres. Et c'est pas grave. Je veux dire, ça fait partie du plaisir aussi de rechercher le chemin. Parce que si tout est équilibré, si tout se vaut, bah en fait, si tout se vaut, à quoi bon réfléchir? Vu que de toute façon, ça aura le même résultat à la fin. Puis on parle d'équilibrage, mais équilibrage comment? Parce qu'en général, dans les jeux vidéo ou dans les jeux de rôle, un personnage est bien plus fort que son adversaire. Euh, la plupart du temps, vous survivez au combat. Parce que si vous imaginez un combat, un jeu où vous avez 50% de chances de mourir à chaque combat, bah, le résultat, c'est que vous allez très vite mourir. Et du coup, ça va pas être un jeu pour avoir un personnage sur des longues périodes. Et Donjons et Dragons, c'est équilibré pour que la plupart du temps, vous surviviez au combat, même si ce combat est difficile. Euh, ok, mais la plupart du temps, c'est équilibré, enfin c'est déséquilibré du côté des joueuses et joueurs. Là, je sors les chiffres, voilà, je dirais que Donjons et Dragons, il y a 95% de réussite dans vos combats, voire plus. La défaite, c'est la mort du perso, donc c'est assez rare. Dans des jeux comme Macadabre, par exemple, je peux vous estimer ça à 70%, quoi, à peu près. C'est-à-dire, on meurt au bout de 2-3 combats, quoi. C'est pour ça qu'avoir des fourchettes, de savoir à peu près combien de fois vos personnages vont gagner, c'est important pour visualiser dans quel type de jeu on se trouve et faire un équilibrage cohérent. Si vous voulez faire un équilibrage un peu héroïque, avoir 80% de chances de réussir la plupart des choses, bah, si vous avez des actions là où c'est que 20%, bah, c'est un peu contradictoire avec ce que vous voulez faire. C'est plutôt vers là où se tourne l'équilibrage, c'est le fait d'arriver dans une fourchette de ce qui était plus ou moins prévu par le game design à la base, quoi. Ah oui, et tant qu'on parle du game design, c'est important de vous dire que faire des playtests, ça ne suffit pas. J'ai postillonné. Faire des playtests, ça ne suffit pas parce que vous n'allez pas avoir un échantillon représentatif. Vous allez faire quelques parties, certes. Est-ce que 10 parties suffisent à ce que ça soit représentatif? Pour vous donner une idée, un sondage, on considère qu'il commence à être pas mal à partir de 300. Voilà, donc faites vos calculs d'espérance, faites des simulations numériques si vous pouvez le faire. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Là, je vous montre des screenshots de simulation de combats virtuels où j'ai simulé 10 000 combats pour savoir à peu près dans quelle zone de réussite on se place, quoi. Vaut mieux privilégier la loi des grands nombres de très loin, de très 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 loin. Voilà. Et du coup, là, je vais aborder la partie qui va normalement m'attirer plein de rage. Voilà. C'est pourquoi la plupart des jeux de rôle échouent à faire de la tactique. Vous le sentez venir ou pas le truc? Bon. Euh, Est-ce que avec tout ça, le jeu de rôle, c'est un bon jeu tactique en toute honnêteté? En toute honnêteté, mesdames, messieurs, bah non. C'est-à-dire, enfin, quelques indices qu'on peut avoir, c'est que il y a rarement des compétitions populaires, voilà, très connues, là où il y a des échanges de conflits avec des mécaniques du jeu de rôle, quoi. Il y a peu de gens qui se lancent à 100% hardcore gamer dans la tactique du jeu de rôle. Les gens qui adorent les jeux de plateau, les jeux de stratégie, se tournent rarement vers le jeu de rôle pour la raison stratégique. En général, les gens qui font du wargame, qui font des jeux de plateau, des jeux de stratégie, ils restent
de ce côté-là, on va dire, du paravent, par rapport aux jeux de rôle. Alors pourquoi? Bah, il y a plein de raisons possibles et imaginables. Je dis pas que c'est une vérité déjà absolue et je dis pas que mes raisons sont bonnes. Voilà, je vous présente ma réflexion par rapport à ça. Heu, je dirais que, bah, il y a beaucoup déjà de paramètres qui changent selon le MJ et ça, c'est un vrai problème tactique. Parce que selon, la personne, c'est vraiment très imprédictible et le principe de la tactique, c'est d'être un peu juste et prédictible. Voilà, c'est dans la tactique, il y a une multitude de choix. Il faut que ces choix soient comparables, qu'ils soient mesurables et vérifiables. Quand les choix sont flous et pas vérifiables, c'est pas vraiment solide. Qu'un jour le MJ me dise oui et que l'autre jour il me dise non, bah, sans raison, qu'on négocie la plupart des effets, que la boîte de calcul qui est le MJ est totalement fermée, bah, c'est difficilement de la tactique. C'est pour ça que je dis que le freeform pur avec une décision du MJ, c'est pas de la tactique avec un grand T. Et si vous voulez savoir un peu plus sur ce sujet précis, je vais vous faire une vidéo complémentaire en description. C'est un sujet très spécifique, alors je préfère la mettre un peu à part. Voilà, de pourquoi le freeform avec décision du MJ, c'est pas réellement de la tactique pour les fonds. Du coup, voilà, tournons pas autour du pot. Le jeu de rôle, c'est pas le meilleur jeu tactique qu'il soit, quoi. Et c'est sans doute lié au fait que la tactique n'y a pas une place prépondérante. Il y a de la mécanique et de la tactique à prendre en compte, hein. Bien que ça existe, les jeux qui demandent une calculatrice et des passages mécaniques qui durent très très longtemps, pour beaucoup, c'est pas très bien vu dans le jeu de rôle. Et du coup, on préférerait mettre de l'esthétique ou une mécanique plus sympa et légère que une bonne grosse tactique qui viendrait un peu gâcher le tout, quoi. Du coup, là, on aborde le fait que bah, le jeu de rôle a d'autres priorités et d'autres impératifs que les autres jeux tactiques que je vous ai cités. Du coup, c'est dur de rester dans du jeu de rôle avec une part prépondérante pour la tactique en délaissant l'esthétique, le social, le moral ou tout un tas de choses, sans tomber dans du wargame. Et c'est très bien le wargame, attention, hein, mais en général, les gens cloisonnent les activités. Les wargamers ne se reconnaissent pas forcément dans le jeu de rôle et le jeu de rôle ne se reconnaît pas vraiment dans la notion de wargame. En tout cas, c'est mon constat. Et là, ça va gueuler. Alors, évidemment, il y a plein de jeux qui mériteraient une mise en avant de leur aspect tactique et qu'il y a des tactiques qui doivent être probablement incroyables, hein. D'ailleurs, si vous êtes auteur de jeu et que vous vous dites que votre jeu est un bijou tactique, ma foi, pourquoi pas, mettons que je parle pas du vôtre. Mais la conclusion de tout ça, c'est qu'on ne cherche pas une tactique optimisée aux dépens d'autre chose. On n'est pas prêt à passer des heures à faire de la tactique pure, sans esthétisme, par exemple, sans relation avec la fiction, j'entends du coup, au sein du jeu de rôle. On préférera quelque chose de simple, de fluide, de fun en termes de mécanique. Et du coup, quand on parle de tactique dans le jeu de rôle, c'est plutôt du goût de tactique que vraiment de la tactique, ce qu'on recherche, honnêtement. En tout cas, moi, ce que je recherche honnêtement. C'est-à-dire en avoir un peu, mais pas trop. Avoir un peu de choix stratégiques à faire, mais pas que ça soit hyper profond, comme pourraient être d'autres jeux très profonds du coup, il y a eu des game designers qui ont fait le test et qui ont enlevé l'aspect esthétique et mécanique fun, qui ont laissé la pure stratégie dans les jeux vidéo. Bah, c'est pas très cool, quoi. C'est pas très fun. Du coup, vu que je suis sympa, je vais vous donner quelques conseils, en tout cas des choses que j'ai pu glaner, pour avoir ce goût de tactique sans que ça en devienne chiant pour autant. Déjà, il faut réfléchir à la disproportion entre la complexité du choix et son application. Je m'explique. Si calculer les résultats d'un choix simple, c'est beaucoup plus long
et bah, en général, les gens ne vont pas aimer ça. Si dans votre jeu, vous faites un choix et que ça dure 30 secondes et qu'il y a 5 minutes de calcul pour savoir quelles sont les réactions de votre choix, la plupart des gens ne vont pas trouver ça très fun. Euh, bon, là, j'ai donné 30 secondes et 5 minutes. Mais si par exemple votre choix, ça prend 15 minutes à se mettre en branle, en vrai, 5 minutes de calcul, ça peut le faire, quoi. Mais voilà, c'est vraiment une question de disproportion entre le choix et son application. Le deuxième point, c'est la recherche de diversité tactique, mécanique et esthétique. Vous ne pouvez pas jouer plusieurs années de campagne de Donjons et Dragons qu'avec le pierre-feuille ciseaux, quoi, en trouvant ça fun à chaque fois. Il va vous falloir de la nouveauté au fur et à mesure. Et du coup, c'est à ça que servent les niveaux dans Donjons et Dragons. Ça vous amener de la nouveauté. Vous allez avoir des nouvelles compétences qui vont vous donner des choix tactiques à partir du moment où c'est horizontal, que c'est pas juste une compétence qui remplace une autre parce qu'elle est plus forte. Ça, c'est pas tactique, c'est vraiment mécanique parce que ça vous engendre pas du choix. Ouais. Et ça va vous apporter aussi des nouveautés mécaniques. Peut-être qu'au lieu de lancer un dé, vous allez le lancer 2 dés. Peut-être que vous allez piocher des cartes. Peut-être que vous allez mettre une tour de Jenga au milieu de la table. Il y a plein de possibilités, quoi. Et ça va vous rapporter aussi de l'esthétisme. Ça veut dire que fictionnellement, ça va être différent de d'habitude. Voilà. Et un ami m'a dit à un moment concernant ça, c'est je veux faire des combats qui ne se ressemblent pas. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Du coup, la cohérence ludonarrative, on en a parlé très vite fait. Voilà, c'est essayer de faire de la tactique et des mécaniques qui sont en accord avec la fiction. Parce que, étant donné que les règles de jeu de rôle doivent jongler avec les différents atomes définis dans l'atomistique, vous ne pouvez pas vous permettre de faire quelque chose qui rentre en confrontation sans que ça fasse bizarre aux joueurs, hein. Comme je vous ai dit, tuer un dragon en récitant l'alphabet. C'est-à-dire que une tactique, une mécanique peut être contre-immersive si les joueurs veulent une immersion esthétique. Et donc, conclusion, bah, la tactique, c'est une petite couche en plus de réflexion, une couche en plus d'adrénaline, mais c'est pas le sujet principal de la plupart des jeux de rôle. Le plaisir de la tactique, en général, pour mon cas, c'est le choix et l'usage de mécaniques à petite échelle, quoi. Je pense sincèrement qu'un grand nombre de jeux de rôle ne cherchent pas à être très tactiques, mais plus à avoir le goût de la tactique et d'être fun avec des mécaniques. Voilà. Ça vaut le coup en tout cas de se poser la question de qu'est-ce que vous cherchez et à quel degré et qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez transparaître dans le jeu, quoi. Du coup, je vais vous faire un fameux ça dépend. Quand je relis des jeux, c'est très difficile de savoir si c'est bien ou pas des systèmes de résolution dedans, j'entends, sans avoir les intentions de l'auteur derrière. C'est souvent, pour mon cas, c'est souvent impossible d'ailleurs. Et définir exactement ce que l'on veut en tant qu'auteur, bah, et en étant très 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 précis, c'est compliqué aussi. Voilà, c'est pas évident. C'est pour ça que quand quelqu'un se ramène en parlant de son système de résolution, ma première étape, ça va pas être de lire son truc, mais ça va être de lui poser des questions sur bah, qu'est-ce qu'il veut faire avec. Voilà, tout simplement. Parce que dans l'absolu, avoir 3 états d'encombrement par rapport en fait d'en avoir un, c'est pas forcément mieux ou moins bien, quoi. Mais comprenez bien que ça sert à rien de critiquer un choix si ce choix respecte ses objectifs et qu'une autre proposition le respecte pas, tout simplement. Parce que s'il a des objectifs mécaniques parce qu'il trouve la mécanique cool, ou des questions esthétiques parce qu'il trouve que ça c'est joli et ça transparaît dans la fiction, pourquoi je justifierais ça avec de la tactique? C'est-à-dire qu'avec le sujet, par exemple, de l'inventaire, on revient sur tout à l'heure, bah, vous pouvez faire un seul actionnable, comme vous en pouvez en faire 10 et il n'y a pas une solution qui est bien meilleure qu'une autre, quoi. Il y a une solution qui peut-être qui plaira
un plus vaste public ou un public que votre public cible par rapport à une solution qui plaira peut-être à moins de gens ou moins votre public. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que mettre 10 actionnables, c'est pas la même chose en termes de budget complexité. Les gens dans Resident Evil ne comprennent pas par exemple pourquoi une clé ça prend autant de place dans l'inventaire qu'un fusil. Parce qu'en fait ce choix de l'inventaire qu'ils ont fait, c'est pas un choix esthétique, c'est pas une question de réalisme, c'est une question de stratégie et de mécanique. C'est-à-dire que c'est fun de gérer son inventaire et c'est une question de puzzle tactique pour pouvoir résoudre le jeu avec votre gestion d'inventaire qui est assez petit. Un autre exemple, c'est le mec qui peut pas utiliser une arme parce qu'il a pas le level. Alors oui, fictionnellement, ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, mécaniquement, il y a un très bon article qui en parle, merci Thomas Meunier de me l'avoir donné. C'est pourquoi les fous se déplacent en diagonale. Voilà, donc si la question vous intéresse, je vous invite à le lire. Voilà. Et du coup, les quelques mots pour finir. Alors, quelques mots pour finir, c'est le Tapis du futur là qui vous parle. L'idée de la vidéo, c'est de dire construisez vos boucles de gameplay en prenant en compte le game feel que vous voulez y mettre et la cohérence ludonarrative que vous voulez y mettre. Si par exemple vous vous posez pas forcément beaucoup de la question du game feel et de la dissonance ludonarrative, et ben vous pouvez peut-être appuyer plus sur la tactique et justement en représentant les différentes boucles, vous allez pouvoir optimiser la caractéristique tactique de votre jeu et réfléchir si c'est plutôt une stratégie émergente, une stratégie de choix visible ou une stratégie de construction qui vous intéresse. Vous pouvez du coup tracer aussi vos actionnables pour les faire interagir, diminuer leur nombre si finalement il y a plusieurs actionnables qui se regroupent sous un seul par exemple. Et voilà, donc vous pouvez vraiment optimiser avec certains outils en réfléchissant un peu au concept de votre jeu. Vous pouvez un peu booster votre tactique et si ce n'est booster votre tactique, booster vos boucles de gameplay, que ce soit pour du game feel ou pour avoir une meilleure cohérence ludonarrative. Voilà. Du coup, je me rends compte que j'ai pas mal parlé de mécanique, et évidemment c'est voulu parce qu'en général la tactique est assez liée à la mécanique, et que la mécanique c'est un peu le mal-aimé du jeu de rôle, tandis qu'au contraire je trouve que c'est ultra important d'en parler, et qu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses cool à dire d'ailleurs. Donc je ferai ça une prochaine fois, mais actuellement je bosse pas mal sur la destruction de la théorie numéro 2 et le Plague Design, qui sont des vidéos vraiment très importantes pour moi. Et bien voilà, à une prochaine.